Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission Tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, comme vous le savez, sur les différents sites qui sont multiples. 2 talents émergents pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité, comme plusieurs intervenants du nightlife le savent, avec le nombre de nightclubs qui a vraiment grandement diminué au cours des dernières années. Difficile pour un DJ de trouver du travail de façon régulière. Et notre invité aura la chance de se faire valoir samedi, lui qui évoluera deuxième à 21h lors du tout premier événement DJ La Relève 2026 à Montréal. Et de son propre aveu, laisser sa touche personnelle est important, lui qui maîtrise le style latino house. Et pour nous partager ses ambitions, sa vision de la musique actuelle, nous recevrons pour conclure l'émission un jeune salvadorien dynamique, William Figueroa Colin, DJ Figo. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, patience et persévérance font partie de ses cartes, n'ayant pas été repêché par un club de la LNH, mais il s'est déniché un poste avec le Rocket de Laval de la Ligue américaine. Il est également professeur à 16 heures, puisque dirigeant sa propre école, l'Académie Hockey sans limite. Pour nous parler des exigences du hockey professionnel, de son parcours atypique, avec nous un jeune défenseur sympathique et ambitieux du Rocket de Laval, Darick Louis-Jean. Bonjour Darick. Ça va bien? Ben oui, toi? Très belle introduction. Bien, on est vraiment fiers de te recevoir ici à titre de joueur de hockey professionnel. Tu as des belles choses à nous raconter. On va parler actualité pour débuter notre interview. Éliminé en 5 dans une série 3 de 5 par ses ennemis jurés, les Marlies, qu'est-ce qui manquait au Rocket cette année? Il manquait rien. On a fini premier dans la division. Il y avait une raison pourquoi on a fini premier. Écoute, les séries, là, ça peut aller de deux bords. Mais surtout, un match décisif, c'est pile ou face. Ouais. Surtout, là, ça a fini en 5. C'est pas comme si on avait perdu en 3 games. Les premières rondes, c'est de 3 de 5. Après ça, la finale, c'est 4 de 7. Conférence, c'est 4 de 7. Donc, on a perdu en 5. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. C'est en arrière. Oui, il y a des regrets ou il y a de quoi, mais l'expérience de plus. On l'avait. Puis, écoute, ils sont rendus en 3e ronde en ce moment, les Marlies, là, ils continuent. C'est pas une mauvaise équipe. Écoute. Perdre contre les éventuels champions, parfois, c'est une consolation. Ouais. Darick, on dit de la Ligue américaine, qui est une ligue de développement en vue de faire sa place dans la LNH, c'est une ligue pour hommes, n'est-ce pas? Oui. Écoute, c'est comme je te dis, tout le monde a le pied sur le gaz. Donc, n'importe quand, le monde peut prendre ta place. Donc, c'est vraiment quelque chose où tu n'as pas le choix d'être focus puis être on the wheel, comme on dit. Donc, à chaque matin, les gars arrivent. Oui, ils ont le moment pour avoir du fun, mais ils savent quand c'est temps d'être sérieux, c'est temps d'être sérieux. Je pense que c'est pratiquement... ça joue plus cochon, comme dirait l'autre, encore plus que dans la Ligue nationale. Cochon, je pourrais dire c'est plus agressif. Oui. Plus agressif, oui. Parce que il y a du monde qui essaie de monter en haut, puis il y a du monde qui essaie de prendre ta place en dessous. Donc, il y a beaucoup d'agressivité, même en pratique, je pourrais te le dire. OK. Défenseur, est-ce que c'est la position? C'est mon avis. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. As-tu déjà joué à l'avant? Plus jeune? Plus jeune, oui. Défenseur, là, point de vue patin et point de vue aussi coup reçu et à donner, je pense que c'est la position la plus exigeante. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, honnêtement, c'est... Point de vue responsabilité aussi. C'est la position la plus difficile à s'améliorer, comme on dit. Tu as beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que ça prend du temps à développer un défenseur longtemps. Comme un gardien. Comme un gardien. Mais comme tu dis, ça prend beaucoup d'exigences puis d'être défenseur, mais c'est le fun, par exemple. Oui. On voit que avec nos conversations cette semaine, on voit que, comme dirait l'autre, que tu tripes. Tu es content d'être là, vraiment heureux. Je suis vraiment proche de la maison, en plus. Je suis vraiment content. J'étais toujours à l'extérieur. Puis quand j'ai été approché pour jouer aux Rockets, puis rester au Québec, puis avec ce que j'ai, avec l'académie, j'ai la chance d'être à la maison, puis montrer aux jeunes, même il y a des jeunes qui m'aiment pouvoir jouer en même temps. Comme je dis, même pouvoir jouer comme que j'étais censé jouer. Je leur dis ça, je leur taquine de même. C'est le fun. C'est le fun, les parents qui peuvent venir me voir. La fierté aussi que tu représentes de toute la famille, tu sais. Surtout de famille de 5. Depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, fait que... Est-ce que le fait de ne pas avoir été repêché par une équipe de la LNH te représente une source de motivation additionnelle pour le joueur? À 100%, c'est une preuve. C'est une preuve de ton travail. Puis c'est pas quelque chose que tu as besoin d'être repêché. Oui, c'est une fierté. Mais pas être repêché, c'est pas une garantie. Pas une garantie non plus.
il y a plus de joueurs pas repêchés dans la Ligue nationale que du monde repêché dans la Ligue nationale. Tu as plus d'exigences. Il y a seulement 700 quelques joueurs aussi. Ouais, c'est sûr. Fait que tu as moins de lumière quand tu es moins repêché. On va dire que tu as moins de stress, qu'on peut dire, quand tu es repêché. Maintenant que c'est l'été, là, quelle est ton approche de l'entraînement? Est-ce que tu y vas plus pour le repos ou tu veux te défoncer et garder une certaine game shape pour le mois de septembre? Donc, je suis curieux de ça. Oh non, je vais t'expliquer ça. Donc, ma première été, junior, normalement, junior, tu commences l'entraînement plus tôt, tu commences en août. Mais quand tu es rendu pro, ça commence plus tard. Fait que moi, mon erreur que j'avais faite quand j'étais plus jeune, j'avais commencé directement. Fait que c'était comme 5 mois d'entraînement. Mais 5 mois d'entraînement, c'est quand même beaucoup pour un joueur. Fait qu'il y avait des moments où j'avais des downs puis des ups parce que, tu sais, s'entraîner pendant 5 mois, c'est quand même quelque chose. Là, c'est beaucoup de discipline. Overtraining. Fait que moi, je considère pas le overtraining. Tu faut que tu rentres au gym, avoir un sourire, voir les gars. Donc moi, je me dis, je me donne un bon bout parce que moi, je commence plus tard. Fait que ça, c'est mon knowledge à moi. Puis en même temps, ça me donne le temps de... Pas te présenter au camp brûlé. Non. Surtout pas brûlé. Mais tu chausses les patins 7 sur 7. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce que tu dors parfois avec les patins? Non? Je pourrais, je suis habitué. Derrick, l'an dernier, tu as joué plusieurs matchs avec les Lions de la East Coast, de Trois-Rivières, une 50aine de matchs. On a été te chercher en fin de saison. Tu as joué 4 matchs de saison régulière avec le Rocket. C'est quoi les différences entre les deux ligues, East Coast et Ligue américaine de hockey? Je te dirais que côté structure, il y a plus d'organisation, côté système. Plan de match et tout ça. Ils ont plus de coaching staff pour n'importe quel, tout ce que tu as besoin. Donc, tu es plus préparé à la game. Donc, les automatiques sont automatiques, comme on dit. Plus robuste, évidemment, dans la Ligue américaine, qui est probablement la ligue peut-être la plus robuste en Amérique du Nord, pratiquement. Ça, c'est sûr. Puis aussi, il y a la brigade de joueurs, l'expérience des joueurs. Tu peux le voir que les 4 lignes sont assez... compétentes pour compétitionner. Tandis que dans la East Coast, il y a souvent la 3e ligne, 4e ligne que c'est plus de grind ou quelque chose de même. Mais écoute, moins de talent, on peut dire. Mais ça pousse pareil dans les 2 ligues, par exemple. Il y a ton père qui a eu beaucoup d'influence sur toi, qui a commencé à 6 ans. Ton père était gardien de but, tu as maintenant 25 ans. Ouais. Aurais-tu peur parfois d'avoir une étiquette, comme on en voit chez certains qui connaissent une belle carrière dans le hockey professionnel, mais qui ont l'étiquette de la Ligue américaine? Est-ce que c'est une pensée que tu as parfois dans ta tête, puis tu dis, moi, ça ne sera pas mon cas, exemple? Qu'est-ce que tu veux dire par l'étiquette? Bien, c'est un joueur qui va jouer 15 ans, 10 ans, mais il va jouer dans la Ligue américaine. Il ne va jamais vraiment avoir sa niche dans la LNH. Il va faire parfaitement la job dans un circuit un peu inférieur sans vraiment atteindre la LNH. Et cette étiquette-là, est-ce que parfois... tu as peur de ça ou c'est une motivation additionnelle, comme je le disais tantôt? Exactement, une motivation. C'est vraiment une motivation pour moi parce que si tu regardes mon cheminement, j'ai toujours fait un step en arrière pour aller de l'avant. Puis c'est ça que je dis aux jeunes parce qu'ils se pas toujours aller dans la plus grosse équipe pour t'améliorer. J'ai toujours fait un step en arrière pour aller de le step en avant. Donc, moi, c'est comme ce que je dis, c'est day by day. C'est la constance à tous les jours. Puis c'est l'été qui compte et non la saison. Donc l'été, il faut que tu t'entraînes. C'est toujours quelque chose, il faut que tu t'améliores chaque année. J'aime beaucoup ce que tu dis. Donc c'est ça. Puis la Ligue nationale, ça s'en vient. C'est pas quelque chose qui s'en vient de même. Là. Le hockey, c'est demandant. Là. Fait que, c'est pas parce comme... qu'il se passe à l'extérieur de la patinoire, c'est là un peu que ça se passe. Ouais. Dans n'importe quelle forme d'entraînement, je veux dire, si tu es sur la brosse, si tu fais pas attention à ce que tu manges, ou tu sors tard, tu ne dors pas, ça va finir par te rattraper. Exactement. Tu as fait ton junior à Gatineau, donc pas repêché par la LNH, maintenant dans la Ligue américaine. Et comme tu me le disais si bien, tout le monde veut ta place. Les gars de collège arrivent aussi en fin de saison. Et ça apporte une pression de plus pour le joueur et ça te pousse à être meilleur finalement. À 100%. Tout le monde, la Ligue américaine, là, c'est le chemin pour la Ligue nationale. Donc, tout le monde passe par là, exactement. Donc, tous les bons joueurs, ils viennent. Puis l'affaire avec les gars de collège, ils ont, côté dans les États-Unis, le développement, c'est quelque chose comparé à ici. Fait que les gars, c'est quand même des bons joueurs. Les gars, ils arrivent prêts. Fait que pour le monde, pour les gars qui savent comme moi, tu n'as pas le choix d'être on your toes, comme on dit, d'être sur tes orteils, puis tu dois être... Toujours prêt. Même les pratiques. J'ai eu un meeting avec mes coachs, puis ils regardent les pratiques, des fois, même ceux qui ne te regardent pas, ils te regardent. Ils les filment. Puis ils me le disent, des fois, c'est un test. Always be on your toes, fait que c'est comme ça. C'est la différence entre la Ligue américaine puis la East Coast. Des fois, les pratiques,
Donc, tu peux t'en sortir. Mais les pratiques dans les lignes américaines... C'est un peu semi-professionnel. Exact. Derrick, le hockey professionnel, est-ce que c'est encore un milieu plutôt macho où l'homme ne peut avoir de faiblesse, doit régler ses comptes en homme, surtout pas pleurer, où il y a une certaine évolution de ce côté depuis quelques années, selon toi? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. C'est presque une colle. Tu l'as répété, celle-là? Bien, ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est encore un milieu très macho, un milieu d'hommes où tu ne dois pas montrer d'émotion et surtout pas de faiblesse? Un homme, c'est un homme, puis tu sais, comme Dobesch au début de l'année, qui pleurait devant les médias. Il s'est fait ridiculiser complètement parce que dans le sport du hockey, tu n'es pas censé avoir d'émotion de ce type. Ah, c'est sûr que les gars, c'est sûr qu'il va se faire taquiner d'un côté, mais écoute, des fois, il y a des joueurs qu'on sait comment ils sont. Les goalers d'un côté, on a toujours dit que les goalers sont des gars de spécial. Ils ont toujours leur propre way, ils ont toujours leur propre côté pour se préparer. Fait qu'on les laisse d'un côté. Mais écoute, c'est sûr qu'on va les taquiner d'un certain sens, mais... Pas les condamner. Non, pas les condamner zéro. C'est du monde qui sait comment ils sont. Fait qu'on les accepte. Toi qui as participé au camp d'entraînement du Canadien 25-26, et comme tu me le disais en pré-entrevue, on progresse beaucoup à voir le talent autour de soi. Et je pense que de pratique en pratique, tu dois t'ajuster. Si tu avais un commentaire à faire sur ce que tu as pu constater sur la glace, qui devait être assez spectaculaire, merci. Ouais. Fait que j'ai fait le camp c'était une semaine et demie. Les pratiques, c'était les mêmes pratiques. Toute la semaine, si tu jouais pas, c'était la même pratique, peu importe. Mais la pratique était tellement exigeante que ce soit la 5e fois que tu l'as fait ou la 3e, c'était toujours exigeant. Puis comparé à la première et la 5e, c'est un gros ajustement parce que, tu sais, ils expliquent la pratique une fois avant la pratique. Puis après ça, tu sais, il n'y a pas de sifflet où on change de drill, où c'est toujours back to back to back. Fait qu'il faut que tu t'en rappelles et il faut que tu performes en même temps. C'est vraiment... comment je peux dire? C'est à ce moment-là que tu as vu vraiment la marche. Ouais, la marche. Qui est un petit peu haute. Ouais, à 100%. J'avais une histoire pour toi. Fait il expliquait les drills au début. Puis moi, je me rappelais au début, c'est exigeant parce que c'était la 3e drill. Fait que moi, je me demandais si j'ai oublié la drill. J'ai demandé au coach, c'était quoi la drill? Je vais pas dire le nom du coach. J'ai demandé au coach, il m'a dit, c'est quoi le drill? J'ai dit, coach, il y en avait 3 drills, je suis brûlé. Là, il fallait juste que je m'adapte. Tu comprends? Après ça, j'ai compris le beat, puis j'ai commencé à être sur mon propre pace. Comme tu me le disais, c'est plus facile de jouer avec des joueurs talentueux. Et comme disait l'autre, les passes sont sur la palette. Oui, les passes sur la palette, oui. Hein? Ouais. Ça, c'est surtout ça que je dis aux jeunes là, de ce temps-ci, là, les passes sont pas sur la palette. Écoute, dans le pro, on dit, les pucks sont sur le tape. Si tu ne veux pas faire une passe à la palette, tu ne peux pas monter. Donc, c'est l'idéal, tu ne sortiras jamais de ta zone. C'est l'exécution, que ça soit sur le forecheck ou finir ton check, c'est tous les petits détails qui comptent avant le talent. Quel est le joueur le plus impressionnant au niveau des skills, des habiletés que tu as vu? C'est facilement Lane Hudson. C'est incroyable. Demidov, tout le monde savait que si tu allais contre lui, surtout à son camp, tu savais que le monde te regardait. Fait qu'il fallait que tu aies les patins bien attachés. C'est vrai. Mais oui. Tu avais Demidov sur la glace en même temps que toi. Là. Mais oui, il était là. Fait que j'étais contre une couple de ces gars-là. Puis je te dis que mes patins étaient bien attachés parce que je savais que s'il y avait de quoi, je savais que j'allais pouvoir... Il t'en a passé une ou deux? Ouais. Non. Non? Non. OK. Quelle est la personnalité, peut-être la plus impressionnante que tu as rencontrée dans ton parcours hockey jusqu'ici? Ça peut être un instructeur, comme ça peut être un coéquipier, quelqu'un qui t'a laissé une marque puis qui avait peut-être une personnalité un peu forte. Personnalité un peu forte? Pas négativement, mais quelqu'un aussi qui a peut-être eu une influence sur ton parcours. Écoute, ça, c'est une très bonne... Il y en a une coupe. Un qui te passe par la tête. Ben, moi, je vais dire les gardiens. Oui. Parce que, je vais dire, Hunter Jones, mon gardien à Lyon-Trois-Rivières, il a visité comme moi, il était à Rodeo Rockets. Okay. Lui, là, peu importe, dernière game, 3e game, parce que Lyon-Trois-Rivières, tu joues des 3 en 3. Ah oui, on va y revenir à ça. Peu importe si tu joues pas, peu importe, c'est la 72e game de l'année, lui, il est là, sa préparation d'avant-game, le sérieux qu'il a... Ça t'est resté. C'est malade. Okay. Évidemment, il n'y a pas seulement les points qui comptent au hockey, qui est un sport d'équipe complet. Quels sont tes points améliorés, peut-être que tes coachs t'ont dit? Oui.
comme je te dis, c'est la constance, c'est l'exécution. Constance d'exécution. Donc, manquer des passes, oui, ça arrive, mais c'est le moins souvent. Que ça soit aussi ton positionnement. Il faut que tu sois positionné, mais à certains moments. Lire le jeu. Lire le jeu, exactement. Tu sais à quoi t'attendre. Oui, à quoi t'attendre, être là. Quand on est sur la galerie de presse, là, tes scratch, on apprend encore, hein? Ouais. On voit les systèmes de jeu encore plus. Hein? C'est presque bon pour le joueur qui n'est pas content d'être sur la galerie de presse, mais c'est bon pour son développement parce que visuellement, je pense qu'il voit des choses. Puis en plus, tu sais, c'est plus facile parce que quand tu embarques après, tu parais mieux. Tu parais mieux, mais tu fais moins d'erreurs puis tu le vois mieux. Fait que... Je pensais quand tu disais il paraît mieux, c'est une coupe de cheveux. Non, mais je comprends, j'ai deviné ça. J'aimerais avoir un commentaire de ta part sur un coach de carrière qui a beaucoup d'expérience, l'entraîneur-chef du Rocket, Pascal Vincent. Et comme tu me le disais, c'est très détaillé dans sa préparation. Oui, lui, comme je te dis, là, c'est un des très bons coachs là, qui m'a marqué beaucoup parce que c'est sa préparation, la manière qu'il... Tu sais, c'est pas le player coach. Player coach, c'est quelqu'un qui, tu sais, il parle à certains joueurs ou il parle pas, il parle à tout le monde quand on fait des vidéos ensemble. Puis à chaque pratique, on dit donc quoi qu'on va travailler, il montre une vidéo, il dit ce qu'on veut avoir. Même affaire pour DJ, Dan Jacob, lui, son assistant des défenseurs, ils font une très bonne job les deux là. Tu vas être prêt pour la Ligue nationale. Eux là, c'est que là, t'es prêt pour la game, t'es prêt pour la pratique, tu sais quoi t'attendre. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de surprise, tu sais ce qui arrive. Toi qui as été repêché en 9e ronde par Val-d'Or, les Foreurs au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Tu as également joué évidemment au basketball, au football jusqu'à 14 ans. Et le fait d'avoir été running back, ça t'a aidé peut-être au niveau du plaquage, des contacts physiques dans ta carrière de hockeyeur. Surtout, aujourd'hui, je suis quelqu'un de défensif et physique. Ça m'a beaucoup aidé. Je sais comment prendre des checks et en redonner. Mais non seulement ça m'a aidé physiquement, mais ça m'a aidé aussi côté footwork. Je suis vraiment agile sur mes patins. En tant que défenseur, tu as besoin d'être agile parce que tu réagis à l'attaquant. De reculons, de côté. Puis les gars s'en viennent rapidement. Fait qu'ils peuvent tourner n'importe où. Ça, c'est d'un côté. Fait que c'est pour ça que j'envisage cet aspect-là de quick feet ou d'agilité, travail d'agilité. Parce qu'un jour, tu vas avoir un Nathan McKinnon de ce monde ou un Connor McDavid qui va arriver avec la rondelle, avec Léon Draisaitl. C'est ça. Tu peux pas regarder la rondelle, il faut que tu regardes. C'est pas le temps de bégayer. Non. On ne peut pas ne pas parler de racisme, même si tu n'as pas vécu de ton propre aveu de situation. Tu n'as pas vu de gars se faire insulter ou de se faire traiter du nom que tu sais que je vais employer, les N-word. Mais est-ce que le hockey est un sport de blanc? Parce qu'on peut compter sur les deux mains, depuis 30 ans, les joueurs de race noire, Donald Brashear, Georges Larac, Todd Worrell, Jean-Luc Grandpierre, Anthony Duclair, mais ils sont rares, Grant Fuhr. Pourquoi? Écoute, moi, je pense que c'était... J'ai la preuve aussi. Moi, mes frères, ils ont joué au hockey, mais je pense que c'est à cause de l'influence. Les Africains, les races noires, ça joue plus au football, au basket. Fait que les jeunes, ils ont plus l'influence de vouloir de jouer au basket. Ce qui explique en partie. Mais je pense que le fait aussi que ça coûte très cher jouer au hockey. C'est sûr. Un équipement de gardien de but, tu achètes un équipement de gardien de but à ton petit gars de 10 ans. Dans 2 ans, ça ne fera plus. C'est à renouveler, puis c'est des milliers de dollars. As-tu déjà vécu une période de véritable découragement où tu as voulu vraiment tout quitter? C'est-tu déjà arrivé, ça? Ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes années pro. Parce que je vais juste expliquer, là, ton année pro... T'as année d'être loin aussi. C'est ma 4e année cette année. Tu sais jamais où tu vas jouer l'année prochaine. C'est exigeant. Puis le hockey, là, tu ne peux pas prendre un mois off. Puis après ça, tu as un camp dans 2 semaines. Tu ne vas pas arriver prêt. Le hockey, c'est vraiment exigeant parce qu'il faut que tu pratiques. Puis pendant que tu pratiques, tu sais pas où tu t'en vas jouer. Ça, c'est plate. Quand tu joues, puis tu sais pas ce que tu t'en vas jouer. Puis moi, ma première année pro, quand j'ai joué pour les Lions Trois-Rivières, j'avais pas eu d'invitation de nulle part. Fait que moi, j'ai envoyé plein de courriels. J'avais un ami Marc. J'ai envoyé plein de courriels, des centaines de courriels à plein d'équipes, que ce soit universitaires, East Coast. Sans réponse. Sans réponse. Puis 2 semaines avant, ils m'ont envoyé une invitation. J'ai fait le pré-camp. Ils ont pris 2 joueurs. C'était moi, puis je me rappelle, moi, puis Joannette, un attaquant. Puis on a fait l'équipe du pré-camp au camp. Ça, c'est motivant aussi. Oui, ça, c'est motivant. Et c'est ton père qui te ramène dans le droit chemin quand tu étais découragé? Oui, tout le monde, en fait, me disait « Arrête, t'es fou. T'es fou, quoi. T'as fait tout
toutes ces sacrifices-là. Non, c'est ça, exactement. Non, je sais. On va parler maintenant de ton bébé, l'Académie de hockey, Hockey sans limite, pour tous les âges, évidemment. C'est quoi la force de l'entreprise? Est-ce que vous avez un point que vous avez en tête? Nous autres, là, moi et mon partenaire Loïc, qu'on salue, qui va sûrement écouter. C'est quoi son nom de famille? Pierre-Louis. Loïc Pierre-Louis. Vous êtes dit, nous autres, on va mettre l'accent sur tel point. C'est quoi la force de l'entreprise? L'accessibilité au développement. Donc, on prend tout. On est deux joueurs qui, comme on dit, des underdogs. On a fait tout. On n'a pas été repêché. On n'a pas fait de U15. On n'a pas fait de Team Québec. On n'a rien fait de ça. Ça te donne une compréhension aussi de ce que les autres peuvent vivre. Exactement. Puis les jeunes, c'est des jeunes qui résonnent beaucoup comme moi. Je vois beaucoup de moi en ces jeunes-là parce que c'est moi, j'ai dû faire beaucoup de développement, de pratique, de camp pour être rendu à un coach que je suis maintenant. Donc, et ta force, c'est la patience. Ouais, la patience. Donc, ça répond un peu à ma dernière question avant la pause. Qu'est-ce qui fait un bon prof, un bon enseignant de hockey? Faut que tu sois patient, faut que tu cares pour le jeune. Si tu ne cares pas pour le jeune, ça marche. Tu ne fais pas ça juste pour l'argent. Non, parce que le jeune aussi, tu veux garder le jeune aussi motivé, même s'il y a une bonne journée. Tu veux quand même le faire rire d'un côté. Et l'idée originale derrière ça s'est fait comment avec Loïc? Parce que tu m'as parlé aussi que ça aide à combler le temps l'été, mais ça s'est fait comment, l'idée originale, entre vous deux? On s'était parlé. Moi, j'étais à Norfolk, dans la East Coast. Puis on était rendu à janvier, février. Puis on se parlait pour l'été, voir ce qu'on allait faire. Moi puis Loïc, on travaillait au Costco. Et ça ne nous tentait pas parce que c'est une job qui est demandant. Puis je m'entraînais en même temps. Fait que marcher tout le Costco, c'est un gros Costco, là. Fait que c'était long, puis ça faisait mal au corps en même temps. Fait qu'on s'était dit, puis j'avais mon père aussi qui me disait, Darry, tu devrais coacher. Je ne me tentais pas de coacher zéro. Fait intéressant. Après ça, on s'est dit, écoute, pourquoi on ne fait pas des cliniques de hockey? T'sais? En plus, c'était demandant à Montréal, dans mon temps. Oui. À Montréal, là, c'était quelque chose, là, le hockey. Il y avait des camps tout partout. J'avais Bobby Dallas qui était à l'Arena Bonaventure. C'est lui qui m'a appris à patiner. Il mettait plein, il y avait des trucs, là, maintenant, il n'y en a plus là, de ça. Donc là, j'essaie de ramener là, ce goût-là. Une certaine tradition. Mais tout le chemin que tu as fait, là, toi qui es issu d'une famille de 5 enfants, une sœur, 4 frères, elle devait être bien protégée. Quand tu vas faire 3,5 millions par année, tu vas l'apprécier doublement. Elle va m'apprécier doublement. Aussi. On va prendre une petite pause, mon cher Darry, ce ne sera pas tellement long. C'est bon. Vraiment fier de te recevoir ici à la Ripaille, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes, et ça, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement une spécialité de l'endroit tout simplement inoubliable. La pizza au four à bois, c'est quelque chose. Donc, une atmosphère appréciée, des spectacles de qualité, de tout pour tous les goûts. Et je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame. Donc, la Ripaille, c'est une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un joueur du Rocket de Montréal, le club école du Canadien de Montréal, de la Ligue américaine de hockey, Darrick Louis-Jean. Toujours autant d'activités sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique comme toujours au programme. N'oubliez pas ce soir, mercredi, surtout pour le match, le 4e match de la série Canadien contre Caroline. La Ripaille, c'est l'endroit tout désigné, parfait, avec une ambiance du tonnerre pour l'occasion. Plusieurs écrans géants sur place, multiples spéciaux sur la bière, chandail du CH à faire tirer. Bref, un match du Canadien à la Ripaille se veut une expérience des plus complètes et agréables. Et un shooter à tous lorsque le Canadien marque le premier but. Et demain, jeudi, le 28 mai, 19h30, la formation officielle de la Ripaille, soit le Powerhouse Band, vous attend ici pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion et des musiciens d'expérience qui vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, mon cher Darrick, l'entrée est tout à fait gratuite. Puis vendredi, le 29 mai, dès 20h, une formation toujours appréciée de retour ici sur scène, perdu dans le setlist, un groupe de reprises ou, si vous préférez, de covers au répertoire des plus variés et colorés et qui ne laisse jamais personne indifférent. Une occasion de festoyer, donc, dans une ambiance chaleureuse, comme toujours à la Ripaille. Et je vous rappelle également que notre menu propose maintenant de nouveaux items abordables et même spectaculaires, comme le fameux Jimmy Burger. Et par ailleurs, aussi, n'oubliez pas une nouveauté de la Ripaille déjà depuis quelques semaines, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches, dès 11h, venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne,
avec de l'excellente musique pour ce type d'événement, surtout country, avec Daniel Paradis à l'animation. Puis, pour conclure, un autre week-end de diversité musicale dimanche qui s'en vient, qui sera déjà le 1er juin. On vous convie à un 5 à 7, vin, fromage et jazz. Dégustation, évidemment, de fromage sur place. Sélection de vins appréciés avec ambiance feutrée, jazz. On réserve une table au 450-581-8100. Et quand on vous dit que ça bouge à la Ripaille, une série de spectacles signature a été offert, proposé dernièrement, soit le 1er août, Yellow Mello, le 15 août, nul autre qu'une icône, soit Michel Pagliaro qui se produira à la Ripaille avec son band épique le 22 août, Kevin Parent le 12 septembre, Daniel Boucher. Donc, c'est ici que ça se passe, 7 sur 7. Vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution une infestation, Rive-Nord Extermination. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Mon cher Darick, Yes. j'ai hâte de voir ta réponse à cette question. La violence dans le sport professionnel, spécialement au hockey, est-ce que les bagarres sont encore nécessaires? Absolument. Je savais que tu me dirais ça. Absolument. Continue. On n'a pas le choix d'avoir les bagarres. Puis je trouve que, tu sais, dans le junior majeur, je pense qu'ils ont enlevé les bagarres dans le junior majeur. Oui. Ils l'ont enlevé. Je pense qu'on en a besoin parce que, tu sais, c'est d'un côté, l'aspect mental, là, c'est quelque chose qui est flagrant dans une game de hockey. Surtout que c'est physique. Fait que si tu ne replaces pas le gars, il va, blesser tes joueurs. Surtout dans la East Coast, là. Ah oui? Je sais pas, il y en a des gars là, qui sont là puis ils sont spécialisés pour ça. Spécialisés pour ça. Pas spécialisés pour faire mal aux gars, mais ils sont là, tu sais, c'est leur rôle d'intimider. Donc, si t'as pas ça, ça va être une longue game. Puis Okay. surtout, nos joueurs skills, ils ont besoin assez d'espace pour se sentir assez assurés. Donc, je te le dis tout de suite, là, on a besoin d'un peu de contact, un peu de bagarre dans ce game. Y a-t-il trop d'argent dans le sport professionnel? Exemple, moi, c'est l'exemple que j'aime donner. 50 millions américains par année à un quart arrière de la NFL qui va jouer seulement 17 matchs, en plus de jamais payer le restaurant, jamais payer la voiture louée et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a trop d'argent dans le sport? Moi, je dirais que non. Il y a trop d'argent il y a juste trop d'argent en général. Il y a de l'argent pour tout le monde. Il n'y a juste pas assez d'argent dans le hockey, par exemple, comparé aux autres sports. Ça, comme dans la East Coast. Comme dans la East Coast. C'est quelque chose à arranger, mais écoute, c'est pas moi qui va arranger ça, mais sauf que je pense pas qu'il y a trop d'argent. Je pense que dans certains sports, il y a peut-être trop d'argent, mais il n'y en a pas assez d'argent dans d'autres sports. C'est mal réparti. Exactement. Okay. Étant le plus vieux de 5 enfants, Yes. défenseur sur la glace comme dans la vie, Défenseur sur la glace comme dans la vie, absolument. Hein? Oui. C'est moi le plus vieux. C'est moi qui ai le dernier mot, comme on dit. Okay. Une carrière dans le hockey professionnel comme toi, belle apparence, beau physique, donc bien en vue. Mais je pense, comme tu me le disais, il est préférable d'être célibataire et pas sur le party. Écoute, célibataire, pas sur le party, pendant ta carrière? Oui, bien, je veux dire, au début, comme là, le toi, là, qui est en ascension. Il y en a qui, c'est un peu, comme je te dis, c'est difficile pour certains. Il y en a qui savent comment balancer, Okay. Mais il y en a qui ont des buts. Il y en a qui c'est trop loin aussi, Il y en le a qui c'est party. trop loin, le party. T'en as vu? Ah, j'en ai vu beaucoup. Qui se cale finalement. Il ne fait pas juste caler une bière, il cale sa carrière aussi. Il cale sa carrière, mais écoute, tu as le droit de caler après une game. Après une bonne victoire, tu as le droit de la caler, mais sauf que il y en a qui la calent au mauvais moment. C'est correct. Puis il y a des joueurs qui sont là comme, tu sais, j'en ai vécu, puis j'ai pu dire, OK, stop, d'un côté, mais côté célibataire, c'est quelque chose que, il y a des joueurs qui sont capables de balancer, comme qu'il y en a qui sont pas capables de balancer encore parce que c'est leur première, oui. ou c'est leur première année, deuxième année, troisième année. Oui. Donc, tu sais, il y en a, aujourd'hui, dans les Rockets, il y en a une couple qui sont mariés, tu sais, comme dans la Ligue nationale, il y en a qui sont mariés, il y en a des enfants, qui sont habitués, qui sont bien balancés. OK. On va accélérer le procédé. Tu vas me bousculer par le temps, mon cher Darick. Yes. Aucun regret. On ne vit pas de regret, évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment avec le temps, avec le recul? Absolument pas. Non? Raison pour, aujourd'hui, j'ai le knowledge pour enseigner, j'ai la patience pour enseigner, j'ai là aussi le knowledge pour savoir comment réagir à certaines situations. Parce que j'ai travaillé
à travers plein d'adversités. Puis sans adversité... Ça là, forme le caractère. Exactement. Hein? Donc, si tu n'as pas d'adversité, ça va être dur de combattre non seulement les obstacles qui viennent vers toi côté carrière, mais les obstacles côté dehors de la glace. Je ne saurais pas comment réagir d'un côté. Spécialement au hockey où ça prend 4 de 7 pour gagner la Coupe Stanley, je pense que la doctrine de plusieurs joueurs, c'est never too high, never too low. On en a parlé. Exact. Parce que, je veux dire, c'est très exigeant. Donc, l'aspect mental est aussi important, sinon plus, que l'aspect physique. Exact. Donc, comme on dit, là, never too high, never too low, là, c'est, pour donner un résumé, c'est comme que le Canadien disait, après minuit, là, la game est finie. T'sais. On change de page. Peu importe que tu aies 4 points, là, c'est fini. On l'a vécu avec les Rockets. On dominait, on a gagné la première game. Tout le monde pensait qu'on allait gagner la série par 3. Non. C'est de faire en sorte qu'il n'y a pas de mauvaise journée, comme il n'y en a pas de trop bonne. Alex Belzile, c'est un de tes modèles pour sa persévérance. Yes. Alex Belzile, tu t'identifies à ce joueur-là. Il a fait presque le même parcours que moi. Je ne suis pas encore rendu à son parcours. C'est encourageant. Il est rendu à 35 ans. J'ai pu y parler. Il m'a donné quelques conseils d'un côté. Puis, même lui, il m'en a parlé. C'est aspirant de voir des joueurs comme moi se tailler un poste à côté de lui aussi. Donc, non, c'est un très bon vétéran. Puis, je vois lui là comme un bon vétéran. J'aimerais que tu me parles maintenant en quelques phrases typiques du hockey mineur de la East Coast. 3 matchs en 3 soirs. Ouais. On se sent comment en 3e période du 3e match en jouant à la défense? On gagne son argent? Non, tu vois, comme moi, mon truc, c'était, il fallait que tu avais de la moutarde. Parce que la moutarde, c'est du sucre un peu, là, fait que ça donne un peu d'énergie. Il y avait une couple de gars qui... Mais c'est demandant, man. Avec des taches sur le chandail. Avec des taches sur le chandail. Peu importe. Des taches sur le chandail, pour vrai? Oui, il y en avait. Mais oui, 100%. Tu joues une game, puis t'as pas le choix d'être sur le prochain chiffre. Mais oui, mais écoute, t'as pas le choix de performer d'un côté aussi. C'est de quoi qui s'en vient. C'est intéressant. Fait que moi, j'ai vécu des 3 en 3 dans 3 différentes villes. Fait qu'après ta game, tu pactais le boss, tu t'en vas là. Après ça, tu pactais le boss, tu t'en vas là. C'est demandant aussi. Quand tu as l'expérience du hockey professionnel en terminant, bien, c'est sûr que quand tu regardes un match, exemple du Canadien, tu regardes ça différemment qu'un autre. Tu vois des choses que peut-être le simple observateur partisan va voir. Est-ce que le Canadien, quel scénario tu vois? Est-ce qu'on s'écrase tranquillement ou on va se rendre en finale? Parce que là, c'est très beau à entendre à l'oreille. Il ne reste que 3 équipes au moment où on se parle, dont le Canadien sur 32. Pour l'obtention de la Coupe Stanley, 16 ont fait les séries. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer ce soir et pour le restant des séries concernant le CH? Je pense qu'on a une très bonne chance. C'est juste qu'il faut donner moins de chance à Caroline d'essayer de se tenir dans la game. De fermer le jeu. Exactement. Parce que si tu donnes la chance de rester, ça accorde, ils vont être capables, ils ont l'expérience. On a plus de talent. Ouais. Il faut le dire. Mais je pense qu'on a un gardien plus solide aussi. Ouais. Ça, c'est un autre. Fait que t'es confiant qu'on va gagner la série? Je suis confiant. Les gars sont sur la job. Tout le monde veut jouer. Il y a du monde, il y a des joueurs qui préfèrent pas jouer les séries à cause qu'ils ne sont plus payés maintenant. Ça, c'est quelque chose que peut-être tu as entendu dans le passé. Mais écoute, j'ai une raison pourquoi les gars ont pris des pay cuts. Avec quel joueur tu t'es lié d'amitié le plus au camp d'entraînement du Canadien? Y en a-tu un en particulier? Qui est avec le Canadien en ce moment ou dans la brigade? Que tu as côtoyé au camp d'entraînement du CH. J'avais des gars que je connaissais déjà. Bolduc, je le connaissais déjà. Veleno, je le connaissais déjà aussi. Je le côtoyais. Mais un nouveau joueur que je connaissais pas avant, que je courtoyais, puis je veux dire, Caulfield. Caulfield, c'est un bon gars. Il a de l'air joyeux. Mais je te remercie de ta présence à l'émission. Je te souhaite un bel été d'enseignement et d'entraînement surtout. Je te souhaite le succès mérité pour l'Académie Sans Limite. Un excellent camp afin de te dénicher un poste avec le Canadien. Donc, je te dis tout simplement, Darick Louis-Jean, à bientôt. Merci d'avoir été là. Très gentil. Yes. Très intéressant. Maintenant, comme vous le savez, l'émission Flashback est dorénavant affiliée aux Orioles de Montréal de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Et jeudi dernier, 21 mai, match enlevant à Saint-Eustache contre les Bisons. En effet, les Orioles, qui perdaient 9-2, ont ensuite effectué une remontée offensive spectaculaire, portant le score 9-9. Et il y avait toute une atmosphère sur le banc des joueurs. Mais malheureusement, on a perdu le match ensuite 11-9. Malgré la défaite, les courageux oiseaux ont su riposter. Simon Bujol s'est grandement
illustré avec 2 circuits, 5 points produits. Également, Charles-Antoine Tripp avec 3 coups sûrs, dont 2 doubles. Les Orioles, jusqu'ici, font le travail offensivement. Mais comme me le mentionnait plus tôt cette semaine, l'entraîneur des lanceurs, Nathan Lavoie, on demeure confiant que le personnel de lanceurs va se replacer, puisque la direction ayant conclu de bonnes transactions en ce sens durant la saison morte. Et ce week-end, le match de dimanche, tout simplement, a été remis en raison de la pluie, comme vous le savez. Hier, match à oublier pour les Orioles. Défaite gênante à domicile au stade Gary Carter par la marque de 14-1 face au Royal de Repentigny. Le lanceur perdant fut Johan Laflamme. Il y a Charles-Antoine Tripp qui s'est tout de même illustré dans la défaite, ayant atteint les buts à 3 reprises. Et l'équipe de Renaud Catelier devra maintenant se ressaisir afin de ne pas trop glisser au classement. La fiche des Orioles est maintenant de 1 victoire et 3 défaites. Et le prochain match aura lieu demain, 19h30, jeudi le 28 mai, au stade Gary Carter. Les Orioles recevront pour l'occasion les Bisons de Saint-Eustache. Puis samedi, Montréal sera à Québec. Par ailleurs, le joueur de la semaine de la Ligue de baseball junior élite du Québec est Alexandre Gagnon des Voyageurs de Jonquière. Une moyenne affichée de 667 en vertu de 8 coups sûrs en 12 présences au bâton, donc 4 circuits, 2 doubles pour un total impressionnant de 10 points produits. Alexandre, donc premier joueur de la semaine de la saison, recevra pour l'occasion un bâton personnalisé gracieuseté de B45. Un début de saison exceptionnel pour lui dans le circuit Roger Brulotte. Et comme je vais vous le répéter à chaque semaine, un match de baseball de la Ligue de baseball junior élite du Québec, spécialement au stade de Gary Carter, un stade rénové vraiment magnifique, est une activité agréable, abordable et le tout pour toute la famille. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et l'alternative pour vous, c'est Pure Keto, un marché d'alimentation unique. Spécialisé en alimentation faible, en glucides notamment, Pure Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pure Keto vous offre fraîcheur et qualité. Des produits variés, également des plats prêts à manger équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques. Expertise et courtoisie toujours au rendez-vous et nos prix sont compétitifs. Par ailleurs, pour des conseils judicieux et un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick, qui a lui-même perdu 160 livres, toujours sur place pour vous guider. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, 358 Notre-Dame, local 130 à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-88-88. Pour votre santé, chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité donc d'un service complet et exclusif et ça à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc Fast Tuning, c'est situé 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il fera partie samedi de la toute première édition de l'événement DJ La Relève 2026 au complexe Sky de Montréal. Et conscient de la rareté des chances de jouer, il se propose de laisser sa marque, sa touche personnelle, lui qui se dit anticonformiste, mais respectant les traditions. Et son style de prédilection est le Latino House, qui sera mise à l'avant-plan, étant de souche salvadorienne. Et pour nous partager son parcours jusqu'ici et pourquoi il devient DJ, avec nous, William Figueroa-Collin, DJ Figo. Bonjour, Figo. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien, merci. Très heureux que tu fasses partie de DJ La Relève 2026. Ma première question. Yes. On en a parlé en pré-entrevue. Peut-on être bon DJ sans expérience? Être bon DJ, selon moi, on est capable de mixer. Donc, on est capable de mélanger des chansons. De nos jours, là, la technologie est assez évoluée là, avec le sync et tout ça pour être capable de mélanger des chansons. Mais est-ce qu'on a la lecture du crowd qui, selon moi, est un aspect vraiment important de comprendre, puis comprendre les gens. Lire sa piste de danse. Lire exactement. Lire les gens, être capable de savoir est-ce que les gens sont dedans. Puis ça, selon moi, c'est un talent qui se développe. Puis c'est important de... Pour être un bon DJ, il faut être capable de lire
les gens qui dansent. Parce que c'est un peu, selon moi, des va-et-vient. Dans les parties, les gens, ils vont danser 3-4 chansons, ils vont aller prendre un verre. Fait que là, ça arrête un peu, 2-3 chansons, le temps de laisser souffler, puis après ça, on restart ça. Fait que selon moi, c'est vraiment comme des cycles, puis d'être capable de lire ces gens. Et, tu me l'as mentionné, pour être bon DJ, il faut jouer pour les bonnes raisons. Exactement. Ça veut dire quoi pour toi, ça? Ben, pour moi, qu'est-ce que ça signifie? C'est j'ai l'amour de la musique. J'aime la musique. Pour moi, j'ai commencé à être DJ parce que j'aime faire le party. Je suis un gars de party, j'aime le monde, puis mon nanan, comme on dirait en bon québécois, c'est de voir les gens danser. Okay. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est beau, qu'on se rassemble ensemble, qu'on fasse le party, qu'on ait un bon moment. Selon moi, c'est super important. Puis surtout, après la pandémie, je trouve qu'on s'est vraiment comme... On s'est distancé, on est rendu plus... surtout avec le cellulaire, on est rendu très individualiste. Puis je trouve que le fait de... Si je peux apporter ça aux gens, de pouvoir se rassembler avec ma musique, puis qu'on ait du fun ensemble, qu'on soit ensemble, ben écoute, c'est ça qui me rend heureux, puis c'est ma paye, là, c'est mon chèque de paye à la fin. Intéressant. Tu te définis comment dans ton style et ton approche du DJing? Comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, là, je suis quelqu'un qui aime ça, s'aventurer un peu. Donc, même moi en tant que DJ, j'ai plusieurs plateformes, Spotify, Beatport, SoundCloud. Donc, je vais aller chercher plein de remix, des bootlegs, un peu comme aller voir aux différentes sonorités de chansons qu'on connaît, qu'on connaît tous, des classiques, mais avec ma petite touche. Peut-être certaines chansons qui sont un peu moins connues. Je parle de la chanson individuellement en tant que telle qui est moins connue, mais qu'on connaît quand même certaines paroles. Fait que moi, c'est vraiment là-dessus venir donner ma touche un peu différente, mais rester sur des bases qu'on connaît solides. Et le Latino House, qui demeure ton choix premier. Exactement. Un adepte des remixes? Oui. Moi, j'aime bien, justement, comme j'ai dit, aller chercher des sonorités différentes. Puis surtout, avec le latino, c'est quelque chose qui est... surtout un style qui est beaucoup émergent, selon moi. Il y en avait un peu avant. Là, selon moi, même dans le domaine de la musique, là, ça part, ça revient. C'est un peu comme autant le EDM. Dans début 2010, c'était un peu plus populaire. Après ça, il y a eu plus de rap. Puis là, ça commence à revenir, même moi, dans les styles musicaux que j'écoute. Puis, c'est ça, fait que j'essaie d'aller toujours chercher différentes sonorités. Puis, des remixes, je trouve que c'est ça qui est le fun en tant que DJ, qui est plaisant. C'est de pouvoir toujours ajouter sa petite touche, d'être différent, d'être unique, de pas, comme tu l'as mentionné, être anticonformiste. Donc, amener les gens à danser sur des chansons différentes. Puis, hey, c'est quoi ça? C'est donc ben bon, malgré qu'on connaît, dans le fond, la racine de la chanson. Et tu aimes la vieille musique? J'aime aussi la vieille musique. Donc, comme je l'ai dit, là, moi, j'aime beaucoup rock des années 80-90. Michael Jackson, ça a été en fait, ça a été ma figure quand j'étais jeune. En fait, ça a été la première pop star que j'ai vraiment aimée. C'était mon idole. Là. Je me souviens quand j'avais 8-9 ans, là, ça a été comme mon premier idole. C'est avec lui que j'ai accroché. Par la suite, j'ai eu du Queen. Là, t'as 25 ou 26 Là, j'ai 25 ans, là, présentement. Ouais, fait que ça a été mon premier idole, Michael Jackson. Puis c'est drôle parce que là, il revient à la mode avec son film. Là. Même mon petit frère puis ma petite sœur, ils ont 5 et 7 ans. Là, écoutent eux autres, même s'ils en écoutent. Fait que c'est ça qui est drôle. C'est vraiment des vagues qui reviennent et qui repartent. Là. Pourquoi le Latino House? Latino House, très intéressant. Moi, j'ai commencé à écouter du EDM comme le premier... le House, je pourrais dire le premier... on pourrait dire ça. Dans les années 2010, quand il y a eu Avicii, Martin Garrix, tout ça, c'est vraiment dans ces années-là que j'ai commencé à écouter de la musique électronique, là, EDM. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment accroché dans la musique électronique. Ça a été aussi le début de mon DJing. Il y a eu un peu de pop. Dans ces années-là, il y avait un peu de pop électronique. Fait qu'on parle un peu de Party Rock Anthem, de LMFAO. Ça a été comme... Ça aussi, ça a été mes premières idoles. Je me souviens, j'avais... C'était très fort. Oui, c'était très fort. En 2011, donc j'avais 10 ans. Oui. Fait que ça aussi, ça a été comme une grosse vague, puis j'ai embarqué dans cette vague-là. Fait que c'est ça. Pourquoi le nom plutôt simple à retenir? Ça, c'est déjà bon en partant. Oui. DJ Figo. Figo, Figueroa.
Donc, au secondaire, on m'appelait, il y avait plusieurs William. Donc, ça a toujours été mon surnom Figo. Donc, je me suis Moi, j'ai dit, vu pourquoi Ed pas. Figueroa lancer pour les Yankees. Exact. Ouais, effectivement aussi, ça aussi, c'est un autre figure. Une chose que tu m'as dit que j'ai bien aimé, la musique doit rendre joyeux, Ouais. énergiser celui qui l'écoute. Moi, c'est ce que je prône. Ta musique que tu fais jouer doit arriver à son but, c'est-à-dire de transmettre quelque chose. Et, c'est une des choses que tu m'as dites. Oui. Ça doit rendre joyeux. Donc, Ben, c'est dans ton plan de match. Ben effectivement, moi de la musique, moi personnellement j'en écoute en me levant le matin, pendant que je travaille, le soir, donc ça doit, moi c'est quelque chose qui, en bon québécois, ça me drive. Et surtout quand je sors, que je vais aller danser, ben le but c'est que ça m'énergise. Donc surtout, moi en tant que DJ, l'essentiel c'est que les gens dansent, les gens aient du plaisir. Fait que c'est pour ça que c'est d'autant plus important que l'énergie que je veux transmettre, c'est dansant, puis... Je pense qu'on va avoir du plaisir samedi. Je vais rappeler aux gens, DJ La Relève 2026 au complexe Sky de Montréal. Il reste encore des billets, c'est bien certain, à 15 et 20 à la porte. Et notre ami Figo ici fait partie du line-up. Et je pense que musicalement, ça va être varié, ça va être fort intéressant. Oui. Maintenant, toi, tu es technicien chez Hydro-Québec. Oui. Comme tu me le disais, tu es fort en technologie, ce qui est sûrement un avantage de nos jours. Mais certains diraient, oui, mais c'est peut-être un tricheur. Tu réponds quoi à ça? Ça, c'est une grosse polémique. Pour la question du sync et tout ça. Oui, et je sais que tu as un point de vue encore là un Ouais. petit peu anticonformiste là-dessus. Oui. J'aimerais que tu t'exprimes. En fait, c'est super intéressant. La technologie, elle est là pour quelque chose. Donc, le sync, c'est une grosse polémique là, à travers les DJ. Je suis pas contre, parce que le sync aide beaucoup pour synchroniser ta musique. Sauf que selon moi, où est-ce qu'il faut pas se perdre, c'est qu'il faut avoir, avant le sync, faut être capable de beat match, comme on dit dans le jargon, beat match, de venir mélanger les deux musiques ensemble. À l'oreille, il faut être capable de faire ça. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas la technologie autant comme maintenant. Donc moi, j'ai commencé là, avec mon premier setup. C'était avec des CD. Il fallait rentrer. Puis, ben, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai beat matché à l'oreille. Puis maintenant, à force d'améliorer mes équipements, j'ai eu cette chance-là. Parce que ça m'est déjà arrivé, on se fie au logiciel qui va analyser ta musique. Puis ça m'est déjà arrivé, le logiciel, des fois, fait des erreurs. Des fois, le beat grid, comme on dit dans le jargon, il y a une mauvaise analyse de la musique. Puis quand tu vas arriver, puis tu vas faire sync, puis tu vas mettre tes deux chansons ensemble, ben ça marchera pas. Puis là, c'est là la nuance. Tu te fais avoir à ton tu te fais propre jeu. avoir. Mais c'est pour ça, là, un DJ qui n'a pas d'expérience, qui ne sait pas quoi faire, il comprend pas. Fait que c'est là qu'il faut être capable d'utiliser cette technologie-là avec parcimonie Intéressant. et être capable de rebondir puis savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je sais ce qui se passe. Il y en a qui vont Je se le sais. reconnaître là-dedans. Exactement. Puis je sais, tu sais, là, tu vas arriver, là, t'es sur un set, t'es stressé. Fait que, premièrement, il faut préparer son set puis être à l'aise avec la musique que tu joues. Puis si tu utilises sync, puis moi, je me cacherai pas, j'ai utilisé sync, mais je suis capable aussi de beat match à l'oreille. OK. Mais je vais l'utiliser. Parce que je veux dire, c'est plus rapide. J'arrive, mes deux chansons. Puis même si ça m'est déjà arrivé à un set, admettons, moi, j'ai de la musique qui est directement sur clé USB, sur un disque dur, que j'utilise comme backup si on veut. Oui. Mais j'utilise aussi, qui est une nouveauté, que c'est aussi sacré polémique, les services de streaming qui sont directement disponibles. Donc, on parle de Beatport, on parle de aussi Spotify, SoundCloud. Moi, j'utilise ça personnellement parce que ça me permet d'utiliser des millions de chansons directement Oui. que je peux juste aller les chercher. Fait que là, c'est là qu'on a un peu des deux, qu'on est plus en mode performance, ou est-ce que là, j'ai mon set, puis que là, je veux vraiment donner un show, ou sinon, ben, tu sais, je veux un peu plus m'aventurer, puis, ben, on s'essaye, mais encore là, il faut comprendre ce qu'on fait, parce que quand tu t'en vas là-dedans, là, dans Oui. chercher différentes chansons, tout, mais ça se peut que la musique soit mal analysée, que ton beat grid soit pas. Fait que c'est pour ça Donc, que. faut faire attention. Ben, faut faire attention, c'est exactement ce que j'essaie de dire. Figo, le DJ d'aujourd'hui axé trop sur l'image, c'est beau le flash, mais ce qui est important, comme tu me le disais, c'est la réaction des gens face à ta musique. Effectivement.
Malheureusement, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup rendu avec le paraître. Tout ça, c'est une question d'argent aussi. Le paraître, c'est cette personne-là est connue, les réseaux sociaux, là, cette personne-là est connue, elle va amener beaucoup de personnes, puis en avant beaucoup de personnes, beaucoup de billets, de l'argent. Moi, je trouve ça triste parce que l'essence du DJing, un disc jockey, ça fait quoi à la base? Ça mettait de la musique avec des vinyles, puis ça faisait danser le monde. Oui. Dans les années de la disco, c'est là que ça a commencé. Oui. Fait que l'essence, elle est là. Puis on a comme divergé un peu, on divague pour aller comme donner un show. Je comprends que c'est bon d'aller voir, puis je suis d'accord, moi aussi j'ai été voir des DJ, mais faut pas oublier c'est quoi l'essence, faire danser le monde. Puis on a vu aussi, j'ai vu des prestations justement de Boiler Room, que c'était des gens qui étaient juste parce qu'il y avait beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Puis écoute, les commentaires, ça finit par paraître. Puis les commentaires ne manquent pas. Ils se font massacrer. Puis même moi, j'ai vu, je comprenais même pas pourquoi est-ce que cette personne-là était DJ, parce que ça avait pas de bon sens. Puis en plus, elle a eu des millions de vues. Là, cette personne-là, elle a eu cette chance-là. Parfois, une belle apparence, ça va ouvrir les portes. Moi, je dis toujours, justement, la belle apparence va ouvrir les portes, mais plus important que ça, c'est l'excellence va ouvrir les portes. Un talent avec une certaine persévérance va t'aider. De voir si peu d'ouverture pour un nouveau DJ, est-ce que c'est un peu décourageant? Qu'est-ce qu'on fait pour garder la motivation? Selon moi, je me dis toujours, la vérité finit par triompher. Puis c'est en travaillant. Puis c'est sûr qu'au début, c'est pas facile, mais il faut bien commencer à quelque part. Fait que c'est pour ça que le DJing, c'est beaucoup, de nos jours, c'est beaucoup des relations. C'est beaucoup du bouche à oreille, connaître des gens. Puis, selon moi, juste à faire mon petit bout de chemin. Puis, je le sais que ça fait pas 40 ans que je suis dans le domaine. J'ai des preuves à faire, faut que je me fasse connaître. Fait que je sais où est ma position, mais je connais aussi ma valeur. Donc, c'est pour ça que faut commencer à quelque part, connaître du monde. Puis, si t'es une bonne personne, t'as des bonnes intentions, ça va paraître parce que... Parce que c'est un milieu de contact. Exactement. Fait que si tu regardes tout le monde de haut, ça va finir ça par jouer marchera contre pas comme toi. ça. Un sujet de chronique qui va venir à l'émission bientôt sur cette question. Tu as joué du saxophone, soprano, durant 5 ans. Ouais. Est-ce que c'est un avantage d'être musicien avant d'être DJ? Selon moi, oui. Moi, je pense que oui. 100%, oui, ça ment pas. Parce que la musique, il y a une structure musicale, c'est important de comprendre. Les intros, le build-up, le build-up, tout ça. Fait que tout ça, un peu, avoir l'oreille musicale, c'est super important pour être capable de ressentir la musique, parce que moi, selon moi, le DJing, c'est pas mal. Si tu ressens la musique, tu sens le build-up qui s'en vient, c'est créer une tension, c'est créer une émotion à ton public. Fait que tout ça, c'est être capable de comprendre ça, cette chimie-là entre les deux différentes chansons que tu t'en viens mélanger ensemble. Fait que ça, c'est important de comprendre la structure musicale, puis comment est-ce qu'ils vont venir s'emboîter. Okay. On va philosopher, toi et moi. Ouais. T'auras beau avoir le meilleur des DJ. Pourquoi certaines personnes n'aiment pas danser et d'autres, oui? C'est vraiment super intéressant, parce que moi, je suis quelqu'un qui danse beaucoup. Mais moi, Toi, tu déhanches derrière. Moi, je me déhanche, honnêtement. Puis même, moi, personnellement... On va avoir un 2 pour 1 samedi. Honnêtement, oui. Même moi, Est-ce que tu vas enlever des vêtements? Si vous voulez, mais ça, c'est un extra, par contre. Mais, qu'est-ce qu'on disait là? Je suis déconcentré. Pourquoi certaines personnes aiment danser et d'autres n'aiment pas danser du tout? Selon moi, c'est de la gêne puis du jugement. Okay. C'est triste qu'on soit rendu là, parce que avant, tout le monde dansait, on se réunissait ensemble, puis tout le monde dansait. Puis là, on dirait qu'encore là, c'est une question de paraître. Je veux pas me faire juger, je veux pas être pas cool, mais pourtant... Peur du ridicule. Peur du ridicule, mais pourtant, on est là pour avoir du fun. Puis moi, personnellement, j'ai pas peur du ridicule. Moi, je sors danser, même avec ma copine. Je sors pour aller danser, je vais spécifiquement pour aller danser. Fait que moi, je suis 100% pour ça, puis je trouve ça plate qu'on ait peur du ridicule, parce qu'encore là, c'est du paraître. Ah oui. Puis ce paraître-là, je trouve que c'est un ego qu'on devrait pas avoir, parce qu'on est là... Tout le monde qui sont là, si tu te rends au club, c'est pas pour rester dans le coin puis rien faire. Tu t'en vas là. Qu'est-ce que tu veux? Je vais poursuivre dans la même veine. Ils sont rares, ces gens-là, mais pourquoi certains n'aiment pas la musique? Oh! Ils sont très, très rares. Tu n'en rencontreras pas souvent dans une vie. Ouais, j'ai rarement... Ouf! Dis non, moi, pas de musique du tout. Mauvaise relation avec la musique. J'ai jamais compris ça. Ouais, j'ai jamais compris ça. Mauvaise relation avec la musique, peut-être trop bruyant, c'est dérangeant. Mais je pense que tout le monde aime un peu la musique à quelque part. Ben, j'espère. J'espère. Sans ça, on serait pas là. Non.
Je pense que pour toi, les vieux DJ, c'est important. Ouais. Tu as le respect des traditions. Oui. Écouter les vieux. Oui, 100%. Pour l'enseignement? Exactement, oui, parce que moi, je suis arrivé sur la Terre en 2001, puis il y a eu des choses avant moi. Beaucoup de choses avant moi. Moi, j'ai... Quelle date? 20 mars 2001. OK. Moi, j'ai rien vu. Tu sais, j'ai 25 ans. Je commence à avoir une coupe d'affaires, mais je veux dire, des gens comme toi, des gens du milieu, eux autres, Benoît Vinet, me semble que tu me disais, du Red Light, eux autres, ils ont connu, là. Eux autres, ils ont vu, puis ils ont vu la progression, comment ça allait évoluer, puis tout ça. Puis, je veux dire, moi, ma génération, on n'a rien inventé. On fait juste refaire. Puis oui, peut-être qu'on recrée des choses, qu'on fait du nouveau, mais je veux dire, la base, ça reste toujours la même. On fait danser le monde, puis c'est ça. Donc, l'idéologie derrière le DJing, selon moi, elle reste la même, malgré qu'on avance dans le temps. Fait que c'est important d'écouter ce que les gens ont à dire. Le nightlife d'aujourd'hui, tu me confiais que pour toi, c'est mort. Tu avais 18 ans juste au début de la COVID. Ouais. Et tu n'es pas très optimiste pour la suite des choses? Ben, tu sais, moi, j'ai vécu 2 ans de nightlife, comme mettons qu'on pourrait dire, avant la COVID. Puis après ça, c'est mort. Ça n'a pas repris vraiment. Ça commence, on dirait. Là. Je ressens, je trouve, depuis 6 mois, un peu plus d'événements, mais... Ça ressort un peu, mais je pense que la COVID nous a vraiment encabanés. Puis même avec les années, on est moins proches l'un de l'autre. Je trouve que la technologie, c'est supposé nous rassembler, mais on est pas mal fixés sur nos cellulaires. Puis on n'est pas plus tout seul, malgré que ça devrait nous rassembler. Mais c'est sûr que depuis la COVID, là, le nightlife, il y a plein de clubs là, qui ont pris une sale claque, malheureusement. Puis je trouve que c'est une belle initiative de vouloir ressortir ça. Mais je te dirais que ça va pas bien là, à Montréal. Toi qui es un cérébral de ton propre aveu, et tu m'as dit « Je n'aime pas jouer sur Pioneer CDJ 3000 ». Oui. Pourquoi? Ben écoute, je vais être honnête, c'est des belles machines. Je suis capable de mixer sur des CDJ 3000. Je l'ai fait au Salvador. Je vais aussi mixer sur de l'équipement Pioneer samedi. Mais je trouve que l'innovation n'est pas là. C'est comme si... je comprends l'idéologie derrière Pioneer de vouloir garder une certaine... comment je pourrais dire? Tradition. Une certaine tradition. Les DJ se reconnaissent à travers les différentes générations de CDJ. Puis je suis 100% pour ça. Puis je trouve ça quand même bien parce que n'importe quel DJ qui a, mettons, travaillé sur la 2000 va assez se reconnaître sur la 3000, qui est la nouvelle génération. Mais selon moi, pour, comme on dit en anglais, le flagship, qui est vraiment Pioneer, c'est reconnu mondialement, c'est l'équipement de choix là, pour les tournées, pour les gros festivals. Mais je trouve qu'il manque d'innovation. Si je compare avec les tables d'Anin, les C6000, je ne me trompe pas, pour les avoir utilisées quelques fois, c'est assez impressionnant. Puis pour la moitié du prix aussi. Okay. Ça compte. Ben ça compte, tu sais. Surtout pour un débutant. Ben c'est exactement, surtout pour un débutant. Toutes les features, puis les choses qu'on peut faire à prix réduit. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que je paierais le double du prix pour quelque chose qui fait moins. Mais je comprends quand même que c'est le standard de l'industrie. Toi qui es un gars plutôt détendu, as-tu quand même un certain stress qui s'en vient avec DJ La Relève? Ben, c'est sûr une certaine adrénaline d'avant-prestation? C'est sûr. Comme toujours, j'ai toujours un petit stress. C'est toujours une appréhension, je dirais, parce qu'on sait jamais comment est-ce que le public va réagir. La seule variable qu'on ne connaît pas, c'est la réaction des gens. Ouais, c'est ça. Mais la seule chose que je peux faire en tant que DJ, c'est de réagir à leur réaction. Donc, je te dirais que c'est pas mal comme n'importe quel artiste, que ce soit un chanteur, un humoriste, tout, on prévoit pas ça. On peut juste faire du mieux pour réagir. C'est ça. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, le stress du public. Là. Toi, un des déclics pour devenir DJ, c'est un ami de ta famille qui t'a inspiré, DJ Quick. Oui, DJ Quick. Pour quelle raison? Ben, en fait, je me souviens, quand j'étais très jeune... C'est un excellent DJ que j'ai déjà interviewé. Oui. Ben, quand j'étais très jeune, là, je me souviens, dans la voiture de mon père, on avait des mixtapes que DJ Quick avait faites. Ça t'a allumé? Oui, quand il mixait au Living
à Charlemagne dans le temps. OK. Puis ça m'a comme marqué. Moi, je trouvais ça cool. OK. Puis encore là, la même idéologie de faire le party. Puis moi, dans le fond, c'était un ami de la famille. Puis c'était toujours des histoires de on a fait le party, puis la musique était super bonne, on a eu du plaisir, on a eu du fun. Ben, c'est convaincant. Puis moi, quelqu'un qui est un mélomane moi-même, qui aime la musique, ben, c'était juste logique. J'aime le monde, j'aime la musique, j'aime faire le party. Selon moi, ce triangle-là se marie parfaitement ensemble pour être DJ. Bon, sur ton CV, maintenant, un premier break à 18 ans, au scout, tu faisais des soupers spaghettis devant 150 personnes. L'an dernier, la buvette du quai à Pointe-aux-Trembles 3 fois. Cet hiver, au Salvador, dans un club, tu as fait un set. Plusieurs parties privées, évidemment, des entreprises. Ce que tu fais surtout maintenant. Et avant la pause, petite question. Aimes-tu mieux faire du club ou un événement, si, mettons, tu avais le choix? Ben en fait, vu que moi, j'ai un emploi, je dirais que c'est les événements, parce que j'ai un peu plus de flexibilité pour choisir mes dates. Mais c'est sûr que le club, il n'y a rien qui est comparable à un club de voir des gens qui sont là pour danser. Mais surtout quand tu as connu la période dorée des clubs, non seulement qui étaient à l'infini, le nombre, il y en avait à tous les 3 coins de rue, mais c'était plein aussi. Je suis d'accord. Mon cher Figo, c'est un plaisir de te recevoir. On va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'Éternel Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Nous sommes présentement avec un jeune homme ambitieux, DJ émergent, William Figueroa Collin, DJ Figo. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel, et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous. C'est au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Maintenant, un autre partenaire depuis déjà un certain temps de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. On va accélérer le processus. Nous sommes bousculés par le temps avant que tu nous donnes ton top 10 de chansons pour faire le party. Question rafale, tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Qu'est-ce que la musique t'apporte personnellement en premier? Bonheur. Pourquoi on a l'impression aujourd'hui que tout le monde veut devenir DJ? Popularité. Le DJ se doit-il de connaître tous les titres, toutes les chansons? Non. OK. Pour la longévité, quelle serait, selon toi, la qualité première pour un DJ, pour la longévité? Être d'actualité. Est-ce que le rythme, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Et est-ce que ça se développe? On l'a, mais ça se développe. Certains l'ont plus que d'autres. OK. Toi, tu as été exposé à la musique plus jeune par ton grand-oncle qui jouait de la contrebasse. Oui. Et ça a eu beaucoup d'influence, ça? Ben, en fait, très jeune, là, j'ai été... Là, c'était oui ou non, hein? Propulsé. Non, c'est pas grave. OK. Avant ton top 10, ça va être ta dernière question. Parfait. Ben, dans le fond, ça a été... c'est à partir de là que... C'est une structure. Ben, la musique m'a toujours fasciné. Puis c'est là que mon intérêt envers la musique a commencé. Okay. Monsieur m'a donné une bass. Fait que là, j'ai commencé un peu à jouer avec des instruments de musique. Puis après ça, DJ. Fait que c'est comme tout un peu ce milieu-là qui a toujours été musical. On l'avait tous un peu dans la famille. Okay.
cette bon. oreille musicale-là un peu, là, fait que ça a juste... Ben, plus tu le développes jeune, mieux c'est, je pense. Maintenant, rapidement, tu vas nous donner ton top 10 suggestions de tes chansons favorites. Ce sont des chansons, des tunes pour faire le party. Si tu veux commencer par la 10e position, tu peux nous mentionner rapidement pourquoi. On va terminer avec ça, mon cher Figo. Ben, en fait, je dirais plus que c'est un top personnel. Ben oui, c'est ce qu'on veut. Parfait. Ce sont des suggestions. Donc, Party Rock Anthem de LMFAO, ça a été vraiment une grosse influence parce que c'est là que... 2011, ça a commencé là, tout le DJing. Par la suite, on change là, quelque chose qui est plus récent, là, California Dreaming de Chris Lorenzo, qui est un remix qui a été fait de la populaire chanson California Dreaming, mais faite par Mamas and Papas. 2021. Exactement, faite en 2021. Fait qu'encore là, comme je disais, des sonorités classiques, donc quelque chose qui est, il me semble que je ne me trompe pas, 80, si je ne me trompe pas, Okay. mais qu'on vient remixer, puis une sonorité qu'on connaît, mais qui est reprise. Donc, Et en 8e position? oui, I Could Be The One par Avicii et Nicky Romero en 2013. Donc, ça aussi, ça a été les débuts là, du EDM chez moi. Par la suite, en 7e position, on a Morenita de Ugel. Ça a été la première chanson, je dirais, de Tech Latino House que j'ai entendue et qui m'a vraiment comme piqué la curiosité à comme aller m'aventurer là-dedans en 2021. Puis, l'incontournable en 6e position, Levels de Avicii. Ça a été le déclic là, dans ces années-là, en 2011. Ça a été comme où est-ce que le EDM est vraiment rentré en moi. Et après? 5e position, ça c'est vraiment très différent. On a Placement de Dr. Gaba, qui est un peu style musique électronique, mais un peu style rallye, un peu arcade, qui est vraiment très différent de tout le restant. C'est un style que j'apprécie particulièrement par son énergie. Par la suite, encore là... 4e position. Ouais, Peace de Berlioz, que ça, c'est un autre style totalement. Je connais Non, pas celle-là. c'est vraiment très niché. Là. Moi, C'est j'aime récent, beaucoup. ça? Oui, 2024, j'aime le jazz, mais c'est du jazz house. Et Fait que c'est super intéressant. Et 3e position? Café con Rum de Mariels, donc qui est un remix de la chanson de Bad Bunny, le chanteur portoricain populaire. Quelle année? Ça en 2025, toute récente. Par la suite, 2e position, Tequila Sunrise, Original Remix. On connaît bien la chanson Tequila Sunrise. Ben oui. Mais là, c'est un remix qui a été fait par Bruno Bona en 2024. Et là, tu arrives à ta première position? Oui, première position qui est un classique Tsunami de Davy BBS et Gorgeous en 2013. Ça a été comme ma chanson favorite. Fort que j'écoute intéressant. encore. C'est un exercice que j'aime faire par les DJ qui viennent à l'émission. C'est très stimulant. Donc, tu joues samedi 2e à 21h dans le premier événement DJ La Relève 2026 au Complexe Sky de Montréal. Prêt? Toujours prêt. D'après moi, c'est déjà préparé. Oui. Autre prestation à venir? Quelque chose cet été? Encore la buvette du quai, là, je vais être présent. Là, Quelle date? Les dates par cœur, je les connais pas, mais je suis là 8 fois. Je te dis merde pour samedi. Une prestation, évidemment, qui aura du caractère comme tous les autres DJ. Yes. Et je te dis, DJ Figo, à très bientôt. On va se voir samedi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour une écoute active, si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je donne des numéros de téléphone, un 866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable. Et pour cause, quand on parle d'imprimerie, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé tout près d'ici, au 351 Notre-Dame. Un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel l'incontournable, 450-654-9944. Ici Stevie Ray. Merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.